Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente la notion de stagflation et comment nous pouvons représenter ce phénomène économique à l'aide du modèle OGDG. Et pour pouvoir expliquer cette situation, en fait, on va prendre un exemple réel. Donc, quand cette fameuse stagflation est apparue, c'est-à-dire exemple réel, en 1973 et les années qui vont suivre avec le premier choc pétrolier. Donc, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la stagflation? Stagflation vient du terme stagnation, donc quelque chose qui devient immobile, et désigne généralement une situation économique où on voit une hausse du niveau des prix, une diminution du PIB ou du moins une baisse du taux de croissance du PIB, et au même moment, je vous dirais, on voit une augmentation du chômage. Donc, c'est comme les trois mots réunis ensemble, donc une baisse de la croissance, une hausse du chômage, mais également une hausse du niveau des prix. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, la vision, je vous dirais, plus standard de l'économie, la vision keynésienne, on disait essentiellement que si on met taux d'inflation ici, et ici on met croissance du PIB, bien que si on veut avoir un taux de croissance élevé, ah shit, c'était quoi là? Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente la notion de stagflation et pour illustrer le tout, on va utiliser le modèle OGDG pour expliquer ce qu'est la stagflation et on va se servir d'un exemple qui est le premier choc pétrolier de 1973. Mais avant de commencer, qu'est-ce que la stagflation? Bien, la stagflation désigne une situation économique où on voit à la fois une augmentation de l'inflation, une baisse du PIB, ou du moins une diminution de son taux de croissance, et aussi une baisse, pas une baisse, mais une hausse du chômage. Donc, on a tous les mots réunis dans une même situation économique, dans un même contexte. Alors, ça, c'est la situation qui ça, c'est stagflation, alors que normalement, ce qu'on devrait voir, c'est que si, normalement, la situation qu'on était habitué de voir, c'est de dire que, on va les mettre ici, quand le PIB, donc quand la croissance est forte, généralement, ce qu'on voit, c'est que le niveau des prix est fort. Donc, les deux sont, ben, c'est ce qu'on s'attendait. En réalité, c'est plus ou moins nuancé, mais généralement, si on voulait stimuler l'économie, ça se concrétisait par une hausse du niveau des prix. Graphiquement, on pouvait le voir avec OACT, DA, PIB réel, 1, ça c'est IP. Donc, si on voulait stimuler la croissance économique, en augmentant par exemple les consommations des ménages ou même des gouvernements, oui, on augmentait le PIB, mais au même moment, on augmentait le niveau des prix. Et généralement, ce qu'on disait, c'est que le chômage aussi, donc une politique de lutte contre le chômage, étant en contradiction avec, donc je vais juste effacer que ce soit clair. Donc, si on dit que le PIB augmente, donc il y a de la croissance, on vise généralement à faire baisser le taux de chômage. Ce qui a amené une espèce de représentation graphique. On va dire, ça c'est en situation normale, on va dire, si on met le pourcentage d'inflation ici, pourcentage de chômage, donc si on veut un taux de chômage faible, il va y avoir de l'inflation élevée. Si on veut un taux d'inflation faible, on va avoir un taux de chômage élevé. Donc au final, c'est une espèce de dualité de ce type-là que nous avions. Donc en tant que politique, en fait, en tant que décideur public, on avait un arbitrage. Donc, on avait à faire un choix
entre un taux de chômage bas ou un taux d'inflation bas. Mais là, ce qu'on a vu avec l'arrivée de la stagflation, c'est que non seulement on avait de l'inflation élevée, mais on avait aussi un taux de chômage qui était important. Donc, c'est ça qui a causé énormément de maux de tête aux économistes parce que c'est un phénomène qui était très rare, mais explicable. Donc, pour ceux de moi, ça c'était l'école keynésienne, un modèle keynésien, donc de John Maynard Keynes, qui, si vous voulez savoir qui est M. Keynes, allez simplement consulter le chapitre sur l'histoire de la pensée économique. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, bien entendu. Donc, je disais qu'on va prendre l'exemple du premier choc pétrolier qui va expliquer après pourquoi les années qui vont suivre, on va voir une situation de stagflation. Donc, juste pour faire la petite histoire courte, on va se situer en 1973 comme étant le premier choc. Il va y en avoir d'autres, je crois jusqu'à 3 pétroliers. Donc, la petite histoire, c'est que ça, c'est en 1973. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu les... On va le marquer ici. 1973, tu as eu l'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui étaient des pays arabes, pays producteurs arabes de pétrole, des pays arabes, qui, tout d'un coup, ont décidé de diminuer leur offre de pétrole. À qui? Aux États-Unis. Puis, en fait, au reste des pays occidentaux en général. Donc, tout d'un coup, tu as un ensemble de pays qui avaient une offre de pétrole mondiale, une demande, puis tout d'un coup, whoop, décide de couper l'approvisionnement en pétrole à peu près à plusieurs pays. Entre autres, on va parler ici du cas des Américains. Quelles conséquences que ça a eu? Ben, le petit modèle d'offre et de la demande pour les pétroles nous montre que ça a causé une forte augmentation du niveau des prix, une rupture de stock aussi. Donc, on a vu des pénuries d'essence aux États-Unis. Puis, il faut savoir qu'à l'époque, en 1973, les États-Unis étaient le plus gros exportateur mondial de pétrole, en fait, le plus gros producteur. L'OPEP, à cette époque-là, ça représentait seulement 21%. Mais ce qu'ils ont réalisé en faisant ce mouvement politique, on pourrait dire, je vais y venir dans un instant pourquoi c'était un mouvement politique, c'est qu'ils ont réalisé toute la puissance qu'ils avaient parce qu'ils détiennent une ressource rare, mais qui est présente dans toutes les sphères de notre économie, le pétrole. Donc, ça a eu comme conséquence que les prix ont ont quadruplé à partir de 1973. Donc, vous imaginez bien quelles conséquences que ça a eu sur les coûts de l'ensemble de l'économie. Hein? Les prix ont explosé dans les matières premières, dans tout ce qui est le secteur énergétique. Donc, la petite histoire, pourquoi le PEP s'est fâché de même? Ben, en fait, il faut revenir à quelques années antérieures, ce qu'on appelle la guerre de 6 jours. Les guerres de 6 jours, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce bordel-là, on pourrait dire, bordel dans le sens, ce chaos de guerre, se situe ici. En 1947, il ne faut pas oublier que c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'ONU de l'époque va prendre ce territoire-là, espèce de grand parcours-là, il va créer un État qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'État d'Israël. Donc, il fallait une terre juive où les Juifs pouvaient se rendre après l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ils ont défini aussi une zone internationale. Puis le problème dans cette situation-là, c'est qu'ils ont mis les territoires juifs dans les territoires arabes. Et en plus, question de rajouter un peu de l'huile sur le feu, c'est pile en Terre Sainte. Il ne faut pas oublier que les Juifs, leur Terre Sainte est là, les Arabes aussi. Donc finalement, c'était dû pour exploser, comme on dit. Donc ce qui est arrivé, c'est que la première guerre on va immédiatement passer à la guerre de 6 jours. En fait, c'est que l'État d'Israël a décidé d'envahir En fait, l'État d'Israël a conquis plusieurs territoires arabes pour consolider, en fait, entre autres, ils ont conquis la Terre Sainte. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais bref, ils ont conquis plusieurs territoires. Puis en 1973, ce qui est arrivé, c'est que tu as eu l'Égypte puis la Syrie qui est cachée ici, là, qui ont décidé. Puis en plus, l'Israël avait conquis, en fait, avait saisi ce territoire-là, qui est devenu une espèce de ligne de cessez-le-feu. Là. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'Égypte et la Syrie ont traversé le canal de Suez pour venir le chercher. Puis le comble de l'insulte, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu, en 1973,
il y a eu une autre guerre. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que les Américains donnaient leur appui à Israël. Mais il ne faut pas oublier qu'Israël, c'est juif. Hein? Israël. Israël, c'est un État juif et entouré d'États arabes. Donc, ce que l'OPEP, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui sont arabes, ont dit « Ouais, vous appuyez Israël, bien nous, on n'est pas d'accord, donc c'est pour ça qu'on va faire un embargo commercial, donc on va restreindre les exportations massives de pétrole à vos alliés, donc aux alliés d'Israël. Donc c'est pour ça qu'au final, il y a eu une réduction, ce qui a causé le premier choc pétrolier. Donc, représentons le tout sur un graphique au GDG, quelles sont les conséquences. Au GDG ou ACT, niveau des prix, PIB réel. Là, on va partir d'une situation au ACT. Demande agrégée. Et là, je ne fais pas de cas, on va dire qu'il est en situation de plein emploi avec le PIB potentiel ici. Je vous rappelle que je vous mets tout le temps mes mêmes petits chiffres. On se met un petit 1000. Pourquoi 1500? 1500 ici. On se met un niveau des prix à 100, juste pour faciliter les calculs. Voilà. Voilà le tout. Donc, je vous rappelle qu'en blanc, c'est situation initiale de plein emploi, ce qui correspond un peu à ce qu'on avait, parce que c'était quand même une bonne période de croissance économique en général. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On va mettre en rouge. Embargo de l'OPEP. Donc, l'OPEP décide de faire monter les prix du pétrole. On sait que le pétrole, c'est un intrant dans la production. Donc, on sait que c'est un intrant dans la production, donc il va servir à plein d'affaires. Donc, on en conclut que l'OACT risque de diminuer fortement à court terme. OACT. OACT2. Évidemment, il est fort à parier aussi que probablement que la demande agrégée pour les consommateurs qui consommaient de l'essence va probablement diminuer, mais quand même pas tant que ça. Ça en examen, je vous dirais, justifiez-moi. Donc, on va redessiner les nouveaux équilibres. Comme ceci. Donc, ça va être Y réel 2. Ici, je vous disais qu'on avait Y réel 1. Donc, on voit qu'il y a clairement une diminution, une contraction de l'économie. Et ici, si on prend la peine de dessiner, on a l'IIP en 1 et le nouvel IIP, on va mettre en rouge, IIP choc pétrolier. On a l'IIP numéro 2, donc on voit que les prix ont monté. Donc, ici, je vous rappelle, on fait la petite analyse comme d'habitude. Qu'est-ce qui arrive sur le niveau des prix? Bien, clairement, là, il n'y a pas de doute. Il y a une augmentation très forte du niveau des prix. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il y a une forte inflation. Au même moment, qu'est-ce qui arrive au PIB? Bien, clairement, le PIB va diminuer. Donc, on va parler de décroissance ou de récession, décroissance. Ce qui signifie aussi qu'on a une situation d'écart, donc récessionniste, ou, en guillemets, ce qu'on voit sur le chômage, c'est que si le PIB diminue, le chômage augmente, et effectivement, ça a été une année très difficile en termes d'emploi. Donc, on retrouve graphiquement le phénomène de stagflation. Donc, je vais vous le marquer ici. La stagflation provient d'une diminution de l'OACT. Parce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes qui pourraient arriver. Même si la demande agrégée diminuerait, les prix diminueraient. Donc, la seule possibilité d'une stagflation, c'est une réduction de l'offre agrégée de court terme. Bon, maintenant, l'espèce de modèle de ce qu'on avait ici,
typiquement l'arbitrage entre l'inflation et entre l'inflation puis plutôt le taux de chômage, bien qu'en général, si je refais, si je vous montre avec le petit crayon bleu, donc le petit graphique qu'on avait qui était comme ça, avec ça, inflation, puis si on avait chômage, ben, c'était plutôt des chocs de demande qu'on regardait. Donc, quand la demande augmente, on s'apercevait qu'ici, que l'équilibre, à fond, donc on avait une croissance économique, mais au même moment, on avait une augmentation des prix, au même titre que si on diminuait la demande, ici, donc on passe d'ici à ici, on s'apercevait en fait que les prix diminuaient au même moment que la croissance diminuait et donc le chômage qui augmente. Donc c'est pour ça qu'on avait ce phénomène, plutôt cette tendance, mais comme on voit, ça résulte de la demande agrégée, tandis que l'autre, c'était un choc d'offre. Donc c'était juste une petite explication, petite finalement assez longue, sur qu'est-ce que la stagflation. Je vous invite à revoir l'analyse et à reviser ce concept.